So, ich begrüße Sie alle, hoffentlich frisch gestärkt. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. J'espère que vous avez pris des forces pendant la pause déjeuner pour cette deuxième partie de notre conférence, l'Europe post-Covid-19, orientation politique et économique de la transition énergétique. Nous en arrivons maintenant aux orientations économiques après avoir évoqué les orientations politiques ce matin. Ce sont donc les potentiels et leviers de la transition énergétique en pratique qui nous intéressent. Je vous avais promis des hommes intervenants. Et en voilà le premier, Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt. C'est un groupe de réflexion important français. Monsieur Marignac travaille dans le domaine de l'énergie et du nucléaire depuis de nombreuses années. Il a coordonné un scénario énergétique pour la France, c'était en 2014, où il y avait donc branle-bas de combat au sein du ministère de l'environnement. Donc les petits pas, le côté pratique, les grands objectifs, pragmatisme comme catalyseur de la lutte contre le changement climatique. Nous entendons tout d'abord M. Marignac et ensuite, tout de suite après, M. Georg Friedrichs de Vattenfall et nous poserons les questions après. Donc deux interventions, ensuite les questions-réponses. Nous commençons par M. Marignac. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de contribuer à cette conférence, même si, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'aurais préféré pouvoir être à Berlin avec vous. Et je vais donc vous présenter effectivement quelques enseignements tirés du travail de cette association Négawatt et des scénarios qu'elle tire en matière de pragmatisme. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Quelques mots d'abord sur l'association elle-même, hein, qui est donc une association qui existe depuis une vingtaine d'années, qui regroupe des experts, des praticiens de l'énergie, avec plus de 1400 membres aujourd'hui et un noyau dur d'environ 25 compagnons qui travaillent plus spécifiquement à la production donc de ces scénarios que produit l'association. Nous en avons produit 4 à ce jour, le dernier en 2017. Pour la France, et nous travaillons actuellement à un scénario européen. Et sur la base de ces scénarios, nous proposons évidemment des politiques et mesures dans le débat public auprès des décideurs en France et de plus en plus en Europe. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, quelques mots avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'approche que développe l'association Négawatt, qui est une approche qui se veut justement profondément pragmatique, mais qui essaye vraiment de traiter ce qui est pour nous au cœur de la réflexion, c'est-à-dire la dimension vraiment systémique de la question de la transition énergétique. Systémique d'abord parce que l'énergie, la manière dont nous mettons en relation des ressources énergétiques et les services que cette énergie nous rend est évidemment forme un système, et ce système structure notre société, notre économie et nos modes de vie. Pardon. Mais aussi systémique parce que ce système, aujourd'hui, nous le savons tous, il n'est pas soutenable. Il provoque le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources, des risques technologiques, etc. L'approche que nous développons par rapport à cela, c'est une approche qui consiste avant tout à repartir de ce qu'on appelle le service énergétique, le service rendu par l'énergie, en repartant des conditions dans lesquelles nous utilisons des appareils électriques, des véhicules, etc., et en remontant progressivement toute la chaîne jusqu'aux ressources primaires énergétiques que nous utilisons. Et à partir de cette analyse, en fait, sur l'ensemble du système, on développe une approche en trois temps, trois niveaux, disons, d'intelligence. D'abord vis-à-vis des services, justement, que nous rend l'énergie, c'est tout ce qu'on appelle la sobriété. Une manière de hiérarchiser, prioriser, mieux dimensionner les services, les usages que nous faisons de l'énergie. Ensuite, plus classiquement, tout au long de la chaîne, améliorer les rendements techniques et jouer sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et puis enfin, en amont, jouer sur les ressources que nous utilisons, et ça a beaucoup plus de sens de pouvoir choisir les ressources une fois qu'on a fait ce travail de sobriété et d'efficacité. Et pour nous, le choix, il est clairement du point de vue de la soutenabilité de remplacer des ressources
basées sur des stocks, les énergies fossiles et le nucléaire, par des ressources basées sur des flux, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Slide suivant, s'il vous plaît. Le travail que fait l'association Négawatt consiste donc essentiellement à projeter la mise en œuvre de cette approche de sobriété, d'efficacité et de substitution par les renouvelables à l'échelle française à l'horizon 2050. Vous voyez ici le bilan global de ce scénario. On atteint avec un travail important donc sur la sobriété et sur l'efficacité, donc sur la maîtrise de la consommation d'énergie avec pratiquement une réduction de plus de 60% de la consommation d'énergie, un niveau qu'un développement raisonnable des énergies renouvelables, volontariste mais raisonnable, permet de combler. On est sur une multiplication par 3,5, je crois, et on arrive ainsi à 100% de fourniture par les énergies renouvelables pour le système énergétique français. Parallèlement à ça, évidemment, il y a d'autres enjeux qui sont pris en compte, en particulier l'atteinte de la neutralité carbone. Le scénario Négawatt était le premier à dessiner une trajectoire d'atteinte de la neutralité carbone et donc de respect par la France de ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. On considère aussi, on regarde d'autres bénéfices environnementaux, notamment une division par 2 des besoins en matériaux primaires, une forte réduction des pollutions atmosphériques par exemple. Et puis on identifie aussi à travers ce scénario des bénéfices socio-économiques importants en termes de justice sociale, en termes de réduction de la précarité énergétique, en termes aussi de création d'emplois. On est à plus de 600 000 emplois créés à l'horizon 2050 par rapport à un scénario tendanciel. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ce scénario, il illustre justement le type de changement profond dont nous avons besoin dans les modes de production et de consommation pour atteindre les grands objectifs tels que 100% renouvelables ou la neutralité carbone. Changement profond qui, avec le temps qui passe et l'inaction qui s'accumule, deviennent évidemment de plus en plus urgents. Et face à ces changements, les petits pas, en tout cas, au sens de compromis avec une action trop difficile à mener, etc., ne nous semblent plus de mise. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en France, notamment au moment de la démission du ministre emblématique de l'écologie, Nicolas Hulot. Le gouvernement a expliqué qu'il fallait être réaliste et faire des petits pas. On répond à ça que quand il y a urgence, il faut courir, et que pour courir en faisant des petits pas, en général, on se casse la figure, et donc on a besoin de faire plus que des petits pas, mais on a besoin évidemment d'être pragmatique, et on a besoin surtout d'efficacité, de cohérence dans l'action, de robustesse de la trajectoire, d'adaptation à différents aléas, et surtout de commencer doucement parce qu'il y a une inertie du changement, mais d'aller progressivement vers une certaine accélération. Slide suivant. Merci. Alors, dans cette logique de pragmatisme, mais aussi de cohérence, d'accélération, d'efficacité et de robustesse, il nous semble que la sobriété, que l'on place donc en premier niveau d'une action de transition, offre réellement un potentiel très important pour maximiser l'impact de l'action et accélérer la transition énergétique. Cette sobriété, en fait, elle peut vraiment s'exercer à différents niveaux, dans différents secteurs, et souvent de manière assez facile, dès lors qu'on le souhaite et qu'on s'en donne la peine. Quelques illustrations ici de ce que peut vouloir dire cette sobriété. D'abord, on va jouer sur un levier de sobriété du service, sur l'intensité, la durée d'utilisation des équipements, avec des choses aussi triviales que l'extinction des appareils quand on ne les utilise pas, ou la réduction de vitesse dans notre conduite sur la route, mais aussi des choses un peu plus complexes et qui relèvent un peu moins de ce qui se joue du côté du consommateur, par exemple la réduction de l'obsolescence programmée d'un certain nombre d'équipements. Ça, c'est pour un premier niveau relativement trivial. Ensuite,
on va jouer sur un deuxième niveau un peu plus complexe de dimensionnement des équipements. Alors ça vaut pour nos frigidaires, nos téléviseurs, mais ça vaut aussi dans deux secteurs clés compte tenu de leur impact sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les bâtiments d'une part et les véhicules d'autre part. Du côté des bâtiments, la question va être de pouvoir ajuster les surfaces par habitant, les surfaces de tertiaire pour les ramener à des niveaux moyens raisonnables et cesser leur augmentation là où elle n'est pas nécessaire. Du côté des véhicules, il y a un enjeu très fort à passer d'un système où aujourd'hui on utilise souvent le même véhicule dimensionné pour transporter beaucoup de passagers sur autoroute pour tous nos usages et donc la plupart du temps, notamment en ville, à vitesse très réduite. Et l'idée ici est d'aller vers une solution où nous aurions accès à différents véhicules beaucoup plus adaptés aux différents usages en fonction de nos besoins de déplacement. Troisième niveau, parfois encore plus complexe, le niveau d'une sobriété en termes d'organisation, de mutualisation, par exemple, de planification. On va ici aller chercher, par exemple, de la mutualisation dans le covoiturage, dans le coworking, hein, de la mutualisation d'équipements, peut-être aussi dans l'habitat collectif, mais aussi, par exemple, de l'organisation en termes d'aménagement du territoire pour progressivement faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis des décennies et réduire les distances à parcourir pour accéder aux mêmes commodités, finalement, aller au travail, aller dans des commerces, consommer du loisir, réduire les distances par plus de mixité dans les différents quartiers des villes, par plus de services et de commerces en milieu rural, etc. On ajoute à tout ça une sobriété hors énergie sur les autres biens, par exemple en réduisant les suremballages, sur l'alimentation également, en lien avec des enjeux de consommation d'émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, par exemple. Slide suivant. Donc après avoir illustré ces quelques possibilités de sobriété, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que cette sobriété, qui donc nous semble assez facile à identifier et souvent facile à mettre en œuvre, elle est vraiment un levier clé d'accélération et d'efficacité de la transition, à trois niveaux au moins. D'abord parce que en réduisant les besoins de ressources, elle accélère évidemment le rythme et la profondeur possible de substitution entre ressources énergétiques. Ensuite, parce que elle procure, au-delà des enjeux énergie et climat, beaucoup de co-bénéfices que l'on peut assez bien identifier et souvent quantifier. Par exemple, sur la consommation de matériaux primaires, hein, sur les effets d'artificialisation des sols, sur la consommation d'eau et donc la préservation des ressources en eau, mais aussi des bénéfices du côté de la santé, aussi bien par réduction des pollutions atmosphériques, impact positif du fait du développement des mobilités douces ou d'autres impacts de même type. Troisième point important, puisque on parle particulièrement dans cette période de Covid des questions de résilience, la sobriété, c'est aussi un facteur d'augmentation de la résilience socio-économique de nos sociétés, parce que d'une part, elle va en amont réduire à la source l'occurrence et l'amplitude des différents chocs possibles. Elle va aussi jouer par rapport à la chaîne de conséquences de ces différents chocs sur une réduction de la vulnérabilité du système à ces chocs. Elle va réduire enfin la sensibilité des entreprises, des ménages à la manifestation des effets de ces chocs. Et donc, globalement, la sobriété a un effet tout à fait positif sur les différents objectifs qui peuvent être concernés par la transition énergétique. Slide suivant. Merci. Je vais donc finir sur ce point qui est l'impact de la sobriété sur la question du lien entre la sobriété et les changements socio-économiques. Une des raisons pour lesquelles on a souvent
la sobriété est souvent délaissée et vient plutôt en dernière roue du carrosse qu'en premier niveau d'action pour la transition énergétique, c'est des a priori négatifs vis-à-vis de son impact sur la croissance, sur l'économie, et de son impact social. Sur la croissance, rapidement, on a au contraire justement besoin aujourd'hui de sortir d'une logique où la croissance s'accompagne d'une dégradation environnementale, de basculer vers une économie basée sur le service, une économie qui sait créer de la valeur en économisant des ressources, et donc la sobriété est un vrai levier aujourd'hui pour stimuler l'innovation et la régulation et encourager cette bascule de notre économie. Et du point de vue social, là, le développement de ce qu'on pourrait appeler cette offre de sobriété est tout à fait indispensable. La sobriété, elle est bien comprise quand elle consiste à amener les services rendus à chacun dans un espèce de corridor entre un respect des limites que la planète nous impose collectivement, mais aussi une satisfaction individuelle de nos besoins vitaux. Et donc derrière cette idée de sobriété, du point de vue social, il y a l'idée de faire converger les niveaux de vie, ce qui est évidemment un enjeu à l'échelle de l'Union européenne, de réduire la pauvreté énergétique, de renforcer une forme de justice sociale, d'améliorer la qualité des services aussi en créant une alternative à certains services, par exemple une alternative au tout automobile dans des zones où c'est aujourd'hui la seule solution. Et je finirai en m'appuyant sur deux exemples tirés de la situation française, la crise des Gilets jaunes et la récente Convention citoyenne pour le climat, pour insister sur le fait que ces deux exemples nous montrent qu'en fait, lorsque une politique, notamment d'écotaxe, ne s'accompagne pas d'un discours cohérent sur le niveau de service, sur la qualité des services et sur la justice sociale qui peut s'appuyer sur cette idée de sobriété, on arrive à une crise comme celle des Gilets jaunes, mais qu'à l'inverse, lorsque les choses sont posées de façon systématique, réfléchie par un collectif citoyen comme celui de la Convention citoyenne, eh bien la demande est justement d'être accompagnée dans cette logique de moindre ou meilleure consommation, et l'acceptabilité sociale est au contraire très grande pour cette action de sobriété qui, je le redis, doit venir en premier levier de la mise en œuvre de la transition énergétique. Merci. Und wir danken Ihnen, Monsieur Marignac, und schalten jetzt ganz schnell zu Georg Friedrich. Merci, Monsieur Marignac. Et nous passons directement à Georg Friedrich, qui est responsable du programme Sortie du charbon chez Vattenfall. Donc, nous passons à un praticien. J'espère que Monsieur Friedrich est parmi nous. Il va nous parler de la décarbonation de la chaleur à Berlin. Donc, quels sont les objectifs, les approches et certainement les obstacles. Monsieur Friedrich, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous me voyez. Malheureusement, mon écran est noir. Donc, j'espère que ça va fonctionner avec les transparents. Aujourd'hui, je vais vous présenter un domaine très intéressant, un projet très concret donc, de transition énergétique à Berlin. Ce n'est pas un petit projet, d'ailleurs. Au sein de notre groupe, c'est d'ailleurs l'un des plus grands et plus intéressants projets que nous avons à l'heure actuelle. Lorsqu'il s'agit de concrétiser les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, mon premier transparent, intitulé Vattenfall Wärme Berlin AG. Donc, la chaleur urbaine à Berlin est une structure historique avec ses forces et ses faiblesses, une structure avec beaucoup de techniques et une longue histoire. J'aimerais attirer votre attention sur un chiffre, c'est 1,3 million en bas à gauche. 1,3 million d'unités d'habitation sont approvisionnées en chaleur. Donc, cela peut être une utilisation par un appartement, par des grands clients, mais vous avez un système centralisé donc, qui approvisionne un très grand nombre d'entités.
Et cela représente également le défi, d'ailleurs, auquel nous sommes confrontés, car Berlin souhaite se décarboner. Et vous allez le voir ultérieurement lorsque nous prenons le transparent suivant. Vous voyez tout d'abord en ce qui concerne les objectifs dont nous parlons. En fait, il y a peu de différence entre ce que les responsables politiques berlinois souhaitent faire et ce que mon groupe souhaite réaliser, à savoir être décarboné en une génération. Et c'est l'objectif de notre entreprise et c'est quelque chose que nous mettons en œuvre de manière très conséquente, notamment dans nos activités de chaleur. Berlin est notre plus grand projet et notre principal défi. Vous voyez l'échéancier, à savoir qu'à Berlin, nous avons jusqu'en 2017 eu des centrales à la lignite, jusqu'en 2017 donc, en Hollande et en Suède. Les réseaux de chaleur sont de moins grande ampleur, donc là, nous sommes parvenus en Hollande à sortir du charbon plus rapidement. En Suède, il y a encore de la tourbe qui est brûlée dans les centrales. On est moins un pays de gaz, mais on a plus longtemps visé sur l'électricité en Suède. Donc c'est un peu plus facile. Mais Vattenfall s'est fixé comme objectif une fourniture de chaleur décarbonée. Et donc c'est un objectif également partagé par la municipalité de Berlin. Et vous voyez que cela colle bien, pour ainsi dire, car Berlin a des efforts considérables à fournir. 3 millions de tonnes de CO2 à peu près, où il va falloir passer à 1,5 à 4,4 millions de tonnes par an à l'horizon 2050 pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Donc nous avançons dans la présentation et nous voyons que nous avons tenté de réaliser cet objectif avec la municipalité. J'espère que vous voyez le bon transparence sur l'étude de faisabilité. En 2018 et 2019, sur la base des objectifs climatiques de la ville de Berlin, nous avons réalisé une étude de faisabilité avec la municipalité. Et nous avons été accompagnés d'ONG et de responsables politiques pour ce faire, avec le soutien de l'administration berlinoise. Et nous sommes posé la question de savoir comment parvenir, au plus tard à l'horizon 2030, de sortir du charbon à Berlin sans avoir un nouveau problème, à savoir des difficultés sociales. Car cela a un coût, bien entendu, et cela a un coût, bien entendu, sur le logement. Et d'avoir des logements abordables est un thème également omniprésent et important pour la municipalité de Berlin, tout autant que la protection du climat. Nous avons passé beaucoup de temps pour réaliser cette phase d'étude qui n'a pas été simple, mais nous sommes parvenus à un objectif que nous avons commencé à mettre en œuvre. Si vous prenez les chiffres, c'est le transparent suivant. Donc, il s'agit de l'échéancier pour Vattenfall, les productions de chaleur à Berlin. Vous voyez la contribution de la chaleur à la réduction des émissions. Donc, 13 millions de tonnes CO2 en 1990. Donc, parlons ici d'un tiers des émissions de CO2 de la municipalité de Berlin. Bon, l'une des raisons, c'est qu'on était fortement centré sur le charbon, parce que Berlin avait une situation insulaire. Et à Berlin, on pouvait stocker relativement simplement le charbon et on pouvait avoir des réserves. C'était important sur le plan politique, mais aujourd'hui, cela signifie que nous avons un portefeuille de centrales qui est un problème pour le climat. Mais l'objectif est clair également ici. Nous souhaitons réduire les émissions à l'horizon 2030. Nous souhaitons être nettement en deçà des 4 millions de tonnes de CO2. Et l'objectif à l'horizon 2040, eh bien, ce serait d'avoir encore moins d'émissions. Comment y parvenir?
Donc, sur le transparent suivant, vous voyez que les options technologiques ne sont pas illimitées. Nous avons analysé toutes les technologies possibles pour utiliser au mieux la chaleur pour réduire l'empreinte énergétique de ces technologies. Et par exemple, l'incinération de déchets sont certes possibles et vous avez également donc de la chaleur fatale. On pourrait être plus efficace dans ce domaine en particulier. Donc là, nous allons travailler aux solutions techniques avec la BSR, qui est la société de ramassage et de transformation des déchets à Berlin. C'est une entreprise municipale. Bon, ça, c'est la situation classique. Ça ne nous permet pas de faire des progrès considérables, puisque c'est quelque chose que nous faisons déjà à l'heure actuelle. Bon, il s'agit également d'intégrer une tierce partie. C'est très à l'homme, mais bon, malheureusement, la chaleur fatale n'est pas forcément à disposition à proximité des catalysations et souvent, la quantité n'est pas suffisante pour justifier la construction d'une catalysation. Donc, on ne peut pas forcément l'utiliser non plus quand on avait besoin. Parfois, en été, nous n'avons pas besoin de chaleur parce que l'incinération des déchets suffit à produire la chaleur nécessaire. Et le problème de Berlin ici est que Berlin n'est pas une ville industrielle. Il y a peu de chaleur fatale disponible dans la ville de Berlin. C'est plus simple dans d'autres villes. Par exemple, à Hambourg, où le potentiel de chaleur fatale est considérable. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation dans les eaux usées. Car les eaux usées, contrairement aux fleuves naturels, eh bien, en hiver, a toujours une température minimum. Ces eaux usées ne gèlent pas et cela permet d'utiliser des pompes à chaleur pour récupérer cette chaleur. Donc, lorsque vous douchez le matin en hiver, cela permet ensuite de récupérer de la chaleur. C'est quelque chose que nous souhaiterions faire, mais là, les potentiels ne sont pas illimités. Il y a des choses qui ne fonctionnent malheureusement à Berlin ou de manière très limitée. C'est d'une part la solaire thermique. C'est possible sur le plan technique, mais cela pose deux problèmes dans une ville telle que Berlin. Il y a peu de superficie à disposition pour le faire. Il y a une forte concurrence sur les surfaces. Et il y a également une forte concurrence avec la photovoltaïque sur les surfaces disponibles. C'est la raison pour laquelle, selon nos estimations, la photovoltaïque serait plus rentable pour la production d'énergie comparée au solaire thermique. Malheureusement, monsieur est coupé. Je n'ai malheureusement plus de son. L'interprète, vous prie d'excuser. Oui, nous vous avons perdu. Monsieur Friedrich, nous vous avions perdu, mais je vous entends à nouveau. Mais les transparents, tout fonctionne très très bien. Malheureusement, nous avons quelques petites coupures de son. Est-ce que vous possiez me parler pour voir si le son est à nouveau correct? Ah, sie hängen, okay. Manifestement, le son est coupé. Nous allons attendre quelques instants pour voir si nous pouvons rétablir la liaison du siège de Vattenfall à Berlin jusqu'au ministère allemand des Affaires étrangères. Nous ne sommes pas si loin que cela, mais si nous n'arrivons pas à rétablir la liaison, je vous propose de retourner à Paris. Monsieur Marignac, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Marignac? Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro, je vous prie, monsieur? Voilà, j'ai rallumé mon micro et je vous entends maintenant. Super. C'est parfait. Dann würde ich erstmal ganz kurz vielleicht einfach auch die Fragen etwas vorziehen. Je vais anticiper les questions car nous avons déjà entendu la présentation de monsieur Vattenfall concernant les objectifs, mais également les obstacles qui se posent. Donc, je vais demander à monsieur qui est le pragmatique
Il faut savoir quels sont les facteurs principaux pour parvenir à la réalisation des objectifs climatiques. Est-ce que vous pourriez nous les synthétiser, je vous prie? C'est une question évidemment très, très difficile. La première chose, évidemment, est de partager la conscience de la nécessité d'agir. Il faut le rappeler parce que malheureusement, ça n'est pas encore complètement partagé. En tout cas, en France, certains acteurs s'opposent toujours à l'idée qu'il faut réellement engager une transition pour atteindre la neutralité climatique. Donc le premier point, c'est d'avoir cette vision. Et puis le deuxième point, c'est de trouver les modes de gouvernance pour engager tous les acteurs sur un même agenda. Il faut évidemment que l'Union européenne donne un cadre, que les États assurent dans chaque pays la cohérence, mais il faut aussi, et l'exemple qu'était en train de nous donner M. Friedrich de Vattenfall en est une très bonne illustration, il faut aussi qu'à l'échelle des territoires, les acteurs se mobilisent, se concertent pour mettre en œuvre les transformations. Les potentiels de la transition énergétique, de la neutralité carbone, ils sont vraiment dans les territoires, sur l'action sur les bâtiments, sur l'action sur la mobilité, sur l'utilisation des ressources d'énergie renouvelable ou de chaleur fatale, comme il l'évoquait. Et donc voilà, les enjeux, c'est d'abord d'aligner l'ensemble des acteurs sur la nécessité d'agir, et ensuite de mettre en place les bons modes de régulation et de gouvernance, essentiellement au niveau local, pour trouver les solutions les plus optimales. Ja, vielen Dank, Marignac. Ich gucke jetzt mal. Merci beaucoup, Monsieur Marignac. Je regarde vers Monsieur Friedrich. Est-ce que vous avez pu vous reconnecter? Je l'espère. En tout cas, moi, je vous entends bien. Très bien, tout va bien se passer. Donc, je vous propose de terminer votre exposé. Nous avons très bien vu vos transparents, aucun souci. Et ensuite, je poserai les questions à vous deux. Je m'en doutais, je vous entendais. Il y avait quelques interruptions. Je vais accélérer quelque peu. Sinon, on peut passer au transparent suivant. Donc, nous testons beaucoup de choses à Berlin. Nous essayons vraiment de nous préparer. Donc, vous le voyez au titre de ce transparent. Et vous voyez qu'à l'horizon 2030, une partie importante de la chaleur sera produite par du gaz. Ce n'est pas parce que nous ne voulions pas le faire autrement, c'est parce que à l'horizon 2030, il ne sera pas possible de le faire autrement. Nous sommes dans ce no man's land technique à l'heure actuelle où nous devons faire autre chose que du charbon. Nous ne pouvons pas attendre, mais nous n'avons pas encore suffisamment de technologies renouvelables à disposition qui nous aident à le faire plus rapidement. Il n'y a pas suffisamment d'électricité verte dont nous avons besoin pour l'avenir, pour que nous soyons en mesure d'utiliser cette électricité de manière compétitive dans la production de chaleur. Donc, j'accélère quelque peu. Donc, vous avez les grands projets qui sont présentés sur le transparent avec notre échéancier sur la transformation. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un processus de transformation dont on parle de grandes installations industrielles, de grandes centrales, eh bien, cela dure des années. Nous parlons aujourd'hui, pour la sortie du charbon, nous n'aurons fini qu'en 2029. Donc, jusque-là, eh bien, on continuera à brûler du charbon à Berlin, pas parce que nous ne souhaitions pas le faire plus rapidement, mais tout simplement parce que la planification et les appels d'offres, au niveau européen, bien entendu, et la construction, nous coûtent ce temps. Et nous arrivons à mon dernier transparent. Monsieur est malheureusement à nouveau coupé. Donc, les objectifs clairs. Donc, la question est de savoir que se passe-t-il alors. Donc, nous avons différentes étapes. Bon, nous sommes sortis du lignite. Là, nous savons ce que nous avons l'intention de faire et nous avançons à grands pas. Nous aurons une réduction considérable des émissions des CO2, mais nous savons
que la solution avec de nouvelles installations de cogénération risque de nous poser le problème parce qu'elles fonctionneront au gaz et nous devons abandonner le gaz fossile. L'objectif est donc de faire ce qu'il faut faire et correctement, mais bon, nous risquons de faire des erreurs, bien entendu. Il y a deux options pour la production de chaleur. D'une part, il y aurait l'option nous aurions suffisamment d'hydrogène à disposition. Pour la question du stockage se pose, mais ça c'est quelque chose qui est très pratique et ça nous permettrait également, avec les installations que nous sommes en train de construire, de pouvoir brûler de l'hydrogène. Et la voie la plus simple serait également qu'il y ait suffisamment d'électricité produite par des énergies renouvelables dans le système pour que nous puissions la transformer en chaleur directement. Donc nous nous préparons à cela, combiné également avec des grandes installations de stockage de chaleur. Nous avons, avec 120 MW, l'une des plus grandes installations en Europe. C'est vraiment une installation très, très impressionnante. Donc, avec le stockage et la transformation de l'électricité en chaleur, cela vous permet également d'obtenir une grande quantité de chaleur, mais il faut avoir suffisamment d'électricité. Pour donner un exemple, nous n'avons pas suffisamment de lignes de transmission d'électricité pour pouvoir nous fournir l'électricité dont nous aurions besoin pour produire de la chaleur. On n'a pas suffisamment, en fait, de lignes de transmission qui approvisionnent la ville en électricité. Monsieur est malheureusement à nouveau coupé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous misons encore sur le gaz et l'infrastructure. L'avantage de ces deux combustibles, c'est que nous pouvons utiliser les infrastructures déjà existantes. Nous n'avons pas besoin de planifier de nouvelles infrastructures et de les mettre en œuvre. L'avantage est donc de pouvoir utiliser les infrastructures existantes. Et nous pensons que donc nous aurons une combinaison de ces deux options. Et de savoir comment l'évolution va se faire entre 2030 et 2040, eh bien, nous verrons. Il est difficile d'anticiper la chose. Et pour reprendre ce que monsieur avait dit au préalable, ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser cette deuxième phase, eh bien, nous avons ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, mais nous avons des difficultés pour avoir de l'électricité à disposition pour produire de la chaleur, vu le cadre réglementaire en Allemagne pour la production de chaleur. Mais la question est de savoir ensuite comment est-ce que nous allons gérer l'électricité pour la production de chaleur et l'utilisation de l'hydrogène pour produire de la chaleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Friedrich. Je le répète à tous nos auditeurs, les présentations que vous voyez seront publiées sur le site web de l'OFAT. Donc, vous ne manquerez aucun transparent, je vous le promets. Nous passons à présent aux questions. J'aimerais vous poser une question à vous deux. Et peut-être que M. Marignas souhaite répondre en premier. Parce que si l'on souhaite... Avec le marché pour les réseaux de chaleur va être réduit. Donc, comment faire en sorte de promouvoir d'un côté les énergies renouvelables en gérant les réseaux de chaleur? Les réseaux, d'une manière générale, et encore une fois, l'exemple de Berlin le montre bien, sont les actifs stratégiques les plus importants dans la transition énergétique. La bonne utilisation des réseaux existants et la bonne évolution des réseaux est vraiment structurante pour la réussite de la transition, qui veut dire qu'il faut, partout où ils existent, utiliser les réseaux de chaleur, là où il est possible d'en développer, en créer, articuler le fonctionnement de ces réseaux de chaleur avec les réseaux de gaz, ce gaz ayant vocation à devenir un gaz d'origine renouvelable, bien sûr, avec le réseau électrique. Là encore, l'exemple de Berlin à l'instant nous montrait combien l'approvisionnement électrique peut être important. Donc il faut avoir cette vision stratégique, et dès lors qu'on a cette vision stratégique, eh bien à la fois on trouve un vrai rôle pour toute l'électricité que peuvent nous fournir les énergies renouvelables, hein, y compris pour stocker par moment de l'énergie sous forme d'hydrogène et éventuellement convertir même cet hydrogène en méthane, mais aussi continuer à utiliser des énergies renouvelables par combustion directe, soit du gaz
d'origine renouvelable qui va donc venir s'injecter sur le réseau, soit de la chaleur venant de biomasse ou venant de chaleur fatale sur des réseaux de chaleur. Donc c'est vraiment en ayant cette vision intégrée du potentiel diversifié des renouvelables à travers les différents réseaux et d'une bonne articulation de ces réseaux que l'on optimisera techniquement la transition et que l'on l'optimisera également économiquement, à condition bien sûr de mettre en place les bonnes régulations de marché. Et aujourd'hui, celles-ci ne sont pas appropriées de ce point de vue. Herr Friedrichs, sagt Ihnen diese Vision zu von Herrn... Monsieur Friedrichs, est-ce que cette vision de Monsieur Marignac, vous la partagez? Oui, tout à fait. Ce sera toujours une combinaison de moyens techniques efficaces et le fait d'éviter du CO2 en combinaison avec un effort financier relativement faible. Ne l'oublions pas, les coûts de l'énergie et la chaleur jouent un rôle social important. La société doit réussir la transition énergétique pour protéger le climat de façon donc efficace et rapide. Et en effet, les infrastructures existantes jouent un rôle clé en la matière. Je pense que les infrastructures centrales, elles aussi, jouent un rôle majeur pour différentes raisons. D'une part, il est plus facile dans des structures modernes de mettre en œuvre des technologies modernes. L'ancien mythe que la décentralisation soit meilleure n'est pas vrai. On peut être plus efficace dans de grandes structures au niveau de nos ressources. Deuxièmement, les leviers sont plus faciles à activer. Et le législateur, en ce qui concerne les réseaux de chaleur, eh bien, il est plus facile, évidemment, d'agir quand on a une grande centrale que lorsqu'on a un système décentralisé avec beaucoup de petites entités. Nous avons un avantage au niveau de la vitesse sur lequel il faudrait rebondir et nous avons aussi un avantage technologique. Encore une question pour vous deux, si je puis me le permettre. Quid des bâtiments dans le système énergétique, surtout les bâtiments intelligents? Monsieur Marignac. Alors les bâtiments sont évidemment un enjeu majeur de la transition énergétique. Il faut, pour commencer, construire aujourd'hui des bâtiments qui soient les plus intelligents et les plus passifs possibles, et on a toutes les solutions techniques pour cela, mais il faut surtout traiter, et tous les pays ont des difficultés aujourd'hui avec cet enjeu, traiter la question des bâtiments existants, parce que en 2050, 2060, l'essentiel de nos bâtiments sont des bâtiments qui sont déjà construits. Alors effectivement, le numérique, l'intelligence, les systèmes actifs permettent aujourd'hui de réduire en partie les consommations d'énergie de ces bâtiments, mais ce potentiel-là est très limité quand on parle de bâtiments qui, historiquement, ont été construits avec un faible niveau de performance énergétique. Et donc, au-delà de ces systèmes actifs, on n'échappera pas, en Allemagne, en France et dans beaucoup de pays européens, on n'échappera pas à la nécessité de rénover en profondeur l'ensemble du parc existant. Là aussi, des solutions existent à la fois techniquement et financièrement. Un des enjeux, évidemment, est d'accompagner les ménages dans le financement de ces travaux et donc de financer et de se rembourser, notamment sur les économies d'énergie générées. C'est aujourd'hui un enjeu majeur et peut-être la priorité numéro 1 du financement aujourd'hui de la transition énergétique telle que doit l'accélérer la Commission européenne. Ja, vielen Dank, Herr Marignac. Merci beaucoup, Monsieur Marignac. Berlin a une structure de bâtiment ou de bâti assez différente de celle de Paris, mais quel est le rôle donc de ces immeubles intelligents? Est-ce que l'on a déjà pris des mesures allant en ce sens? Eh bien, effectivement, ce que nous construisons aujourd'hui,
Ce en quoi nous investissons aujourd'hui, eh bien, cela doit être adapté à un futur décarboné. Une maison construite aujourd'hui doit encore fonctionner dans 20 ans dans un monde décarboné, mais également dans 100 ans d'ailleurs. Mais cela vaut également pour des très nombreuses installations industrielles. Aujourd'hui, les hauts fourneaux construits aujourd'hui, ils vont encore être utilisés au moins 40 ans, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils soient en mesure de produire de l'acier décarboné en 2060 encore. Mais le taux de renouvellement pour les villes ou dans les villes est entre 0,2, 0,5 et 2%. Donc, l'objectif n'est pas forcément uniquement de construire des immeubles intelligents, mais également de chercher des potentiels de réduction d'émissions de CO2 dans le bâti. Et ça, c'est important de le faire. Et l'efficacité énergétique, les économies, c'est très important, mais bon, notre thème principal dans la transition énergétique, c'est la vitesse. Et il faut éviter que l'énergie produite soit gâchée, par exemple. Et cela vaut également pour la chaleur, bien entendu. Il est important que nous soyons beaucoup plus efficaces. Il faut que nous fassions des économies de CO2 à ce niveau-là, et c'est bien meilleur marché de commencer à ce niveau-là. C'était vraiment très clair en conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Savatenfall, et merci beaucoup à Monsieur Marignac à Paris de l'association Negawatt. L'électricité sort des prises d'électricité. C'est un ami français me disait ça régulièrement. Mais l'électricité peut également venir de batteries. Et notre intervenant suivant, M. Jean-Baptiste Pernaut, peut en parler. M. Pernaut est COO, Chief Operational Officer, auprès de Automotive Cells Company, une entreprise jeune. PSA et Total ont créé cette co-entreprise. On va participer également, donc, un acteur européen de la batterie. Et M. Pernaut est certainement déjà parmi nous, en tout cas de manière virtuellement. Et j'espère que monsieur va pouvoir nous faire un point sur l'Alliance européenne des batteries, précurseuse d'une réindustrialisation écologique de l'Union européenne. Point d'interrogation. Monsieur Pernaut, je vous en prie. Herr Pernaut, hören Sie mich? Monsieur Pernaut, est-ce que vous m'entendez? Je peux vous voir, mais jusqu'ici, nous n'avons pas de son. Il y avait des problèmes des dernières minutes. Voilà, super. Je vous entends bien. Wunderbar. Dann Je nochmal, vous entends. also die europäische Batteriefertigungs... Alors, l'Alliance européenne pour la production de batteries, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'elle est peut-être appelée à réindustrialiser l'industrie européenne de façon respectueuse de l'environnement? Allô? Allô? À vous de prendre la parole, Monsieur Pernaut. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées cet après-midi. Bon, on est dans un contexte particulier et bien sûr, on aimerait bien pouvoir faire ce type de forum en face à face. Mais c'est utile, je pense, de pouvoir communiquer sur nos avancées. Et notamment, cet après-midi, je souhaite présenter l'état de notre projet ACC, Automotive Cells Company, qui est justement issu de la volonté de créer un champion européen des batteries. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à rappeler le contexte, c'est-à-dire le contexte de croissance du marché de l'automobile, du véhicule électrique. Mais je souhaite tout de même souligner un point important. Pour l'instant, le véhicule électrique n'est pas abordable en termes de prix pour la majorité de la population. Et un de nos objectifs majeurs, je pense, en Europe,
est de créer des conditions techniques, industrielles, économiques pour rendre ce véhicule électrique abordable économiquement pour la majorité de la population. Et ceci, effectivement, en restant respectueux de l'environnement et notamment en adressant un point majeur qui est de minimiser l'empreinte carbone de ces batteries. C'est pour l'instant, en tous les cas, quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas, la mesure standard de cette empreinte carbone. Et c'est pourtant un objectif, bien entendu, majeur de toute l'industrie auquel on souhaite aussi répondre à travers notre projet ACC. Donc, si vous pouvez passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, une ambition de cette société, to be European leader, donc être un leader en Europe, mais nous adresserons aussi le marché mondial, des modules et des cellules de batterie automobile pour avoir une mobilité propre, efficace pour tout le monde. Donc abordable pour tout le monde, c'est le commentaire que je faisais. Est-ce que vous pouvez passer prochain slide? Voilà, donc si on décline cette ambition, il y a 4 points. La compétitivité. Sur ce point-là, je veux quand même aussi souligner quelque chose de majeur. Pour l'instant, la majorité de la fourniture de batteries automobiles vient d'Asie et notamment de Corée ou de Chine. Le projet ACC repose sur la conviction que l'on peut être compétitif depuis l'Europe et nous sommes en train de le démontrer, y compris face à des Chinois en Chine, par exemple. Ça tient au fait que nous ne sommes pas dans une industrie de main-d'œuvre, mais plutôt dans une industrie de haute qualification, à très forte automatisation, et où l'effet d'échelle est un levier majeur. Donc avec cette échelle, avec cette taille minimum que nous permettra justement les gigafactories et le marché européen, avec les technologies des batteries que nous sommes en train de développer, et des lignes extrêmement automatisées et une digitalisation importante, nous serons capables de produire au même coût, voire même moins cher qu'un certain nombre d'acteurs chinois. Ça, c'est le premier point. Best-in-class technologie, je reviendrai un petit peu plus tard sur notre roadmap. Nous travaillons actuellement sur le développement de 4 prochaines générations de batteries. La première pour le démarrage de la production en 2023, mais aussi les suivantes, et y compris des batteries tout solides qui sont, comme certains d'entre vous le savent déjà, ce sera une avancée importante en termes de performance, de sécurité, mais aussi derrière de compétitivité de la batterie. Donc, troisièmement, des batteries qui doivent être développées et fabriquées en Europe, et je reviendrai là-dessus, achetées aussi en majorité en Europe pour ce qui est des composants. Et quatrièmement, des batteries durables en termes à la fois social et environnemental, ce qui apporte un certain nombre d'objectifs spécifiques à notre chaîne d'approvisionnement et à la façon dont on va fabriquer ces batteries. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc les actionnaires d'ACC sont d'une part Saft, donc qui est une très ancienne entreprise de batterie et qui est la plus grande entreprise de batterie non asiatique actuellement en opération en Europe, aux États-Unis et même dans certains pays asiatiques, qui est une filiale du groupe Total. De l'autre, PSA, donc Peugeot, Citroën, DS, Opel, les deux étant actionnaires à 50%,
avec Opel qui détient 25% de la société ACC. Comme vous savez aussi, il y a des mouvements en cours dont je ne donnerai pas de détails, mais des annonces sur l'éventuelle participation du groupe Renault dans ACC, ou bien aussi la fusion en cours entre le groupe PSA et FCA, Fiat Chrysler, qui devrait aussi donner, si elle est réalisée, des perspectives encore plus importantes pour ACC. Une remarque importante, nous ne souhaitons pas, nous ne vendrons pas uniquement nos produits à nos actionnaires, même si les actionnaires seront bien entendu aussi des clients importants d'ACC, mais tous les fabricants automobiles sont concernés et nous avons déjà un certain nombre d'échanges et de discussions pour vendre en dehors justement, notamment du groupe PSA. Prochain slide. J'espère que vous voyez parce que le bleu est très clair. Il y a 4 implantations géographiques pour ACC, dont 2 qui sont déjà en cours de construction. Un centre R&D en France, à Bordeaux. Une usine pilote en France aussi près de la ville d'Angoulême. Les 2 seront opérationnels l'année prochaine. Et ensuite 2 gigafactories, une première au nord de la France, puis 2 ans plus tard une deuxième en Allemagne, pour un total de capacité entre 48 et 64 gigawattheures au total. Sachant que l'implantation en Allemagne démarrera beaucoup plus tôt à partir de l'année prochaine, avec aussi certaines activités R&D et bien sûr aussi de préparation industrielle pour la future Gigafactory. Comme j'ai annoncé, notre objectif est d'avoir au moins 70% de nos achats de composants de nomenclature, Bill of Material, produits en Europe, donc ce qui nous entraîne à travailler avec des acteurs européens ou, dans certains cas, des acteurs non européens mais établis, qui sont en train ou qui sont établis en Europe. Nous avons aussi un écosystème R&D très, très complet avec un certain nombre d'universités et d'entreprises industrielles avec qui nous coopérons, notamment aussi à travers, bien sûr, nos actionnaires et dans la continuité de ce que SAFT fait aussi sur certains sujets R&D. Next slide. Donc le ramp-up, le programme en fait est extrêmement intense avec la construction de ces centres R&D et puis de cette première usine, et en parallèle bien sûr de terminer le développement de la prochaine génération de produits qui sortira fin 2023 en masse production, et derrière je dirais un ramp-up qui pour l'instant est prévu en termes d'investissement jusqu'à 48 gigawattheures, mais qui pourra très bien varier en fonction des conditions de marché, des conditions de la demande et des technologies. Vous voyez en bas les vues d'architecte de notre centre R&D en cours de construction et l'image de notre usine pilote en bas à droite, sur la ville de Nersac, près d'Angoulême. Prochain slide. Donc, je vous ai expliqué l'importance d'être eco-social friendly. Pour nous, ce sont quatre piliers qui se complètent. Un axe sur le CO2, footprint, un axe sur la supply chain, un axe sur le recyclage et un axe sur les usines vertes. Prochain slide. Donc ce qui est essentiel, c'est non pas d'annoncer des grandes intentions ou des slogans environnementaux, mais de pouvoir avoir des indicateurs mesurables et pouvoir se tenir à des
à des objectifs qui puissent être communiqués, mesurés, vérifiés dans tous ces aspects, qui doivent positionner ACC comme un leader de la batterie verte. Ça signifie par exemple un nombre de kilogrammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ce que vous voyez là est notre première estimation. Nous travaillons à faire mieux que le chiffre que vous avez sous les yeux, mais dans tous les cas, quelque chose qu'on puisse mesurer et comparer. Sur la supply chain, on sait les risques potentiels liés à l'extraction de certains métaux, des risques environnementaux ou sociaux. Je ne vais pas revenir dessus. En tous les cas, nous souhaitons faire se donner des objectifs, encore une fois, qui puissent être à la fois ambitieux, raisonnables et mesurables, et notamment s'interdire un certain nombre de sources de métaux que nous ne considérons pas acceptables d'un point de vue RSE. Donc c'est un axe majeur pour nous, mais nous estimons que c'est aussi un axe majeur de l'industrie et de nos clients, et même des clients de nos clients. Le recyclage est bien sûr sur le long terme un potentiel de développement important. Je dis vraiment sur le long terme parce qu'on sait tous que les quantités, les volumes de batteries à recycler seront plutôt disponibles à la fin de la décennie. Donc on est dans une phase où je dirais les capacités de recyclage, la technologie de recyclage doit se mettre en place graduellement pour pouvoir être prêt à accepter et à recycler les batteries que nous allons mettre sur le marché dans les prochaines années. Et pour ce qui est des usines vertes, c'est à la fois l'utilisation du renouvelable, mais aussi beaucoup de technologies pour optimiser la consommation d'énergie et pour s'assurer que le footprint environnemental de ces usines soit minimum. Next. Concernant notre roadmap technologique, bon, je ne vais pas ici aller dans les détails, sauf si vous avez des questions particulières. Ce sont finalement les 4 niveaux, 4 générations dont je parlais. Une génération qu'on appelle la génération 3 qui sera produite à partir de fin 2023. Qui sera au meilleur niveau par rapport, je dirais, aux standards de nos grands concurrents asiatiques essentiellement, avec une densité d'énergie au niveau maximum et des taux de cobalt, un temps de recharge minimum. Tout ça pour aussi rendre une batterie qui soit compétitive en euros par kilowattheure. Cette génération sera suivie assez rapidement d'un certain nombre d'améliorations, tant en termes de process, on parle ici par exemple du drive process, qu'en termes de performance et d'électrochimie. Puis derrière, 2 générations de batteries solides. La génération, je dirais, ultime, qui n'est certainement pas ultime dans l'histoire de la batterie, il y en a certainement d'autres derrière, mais en tout cas, la dernière génération sur laquelle nous travaillons, qui est une batterie tout solide avec une anode en lithium métal, ce qui nous permettra d'augmenter considérablement la densité d'énergie. Et bien sûr de bénéficier des avantages d'une batterie intrinsèquement sûre grâce à son électrolyte solide. Next. Voilà. Donc j'ai terminé pour cette introduction très rapide, mais je serais heureux de répondre à toutes les questions et notamment comment cette initiative justement peut s'inscrire dans l'Alliance européenne des batteries dont nous faisons partie. Merci.
Vielen Dank, Herr Pernaut. Merci beaucoup, Monsieur Pernaut. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, malheureusement, je regrette qu'il y a d'abord 2 présentations, comme tout à l'heure, avant de passer aux questions. Donc, nous avons entendu M. Pernaut, nous passons au 2e intervenant, et nous passons en Pologne, partie du triangle de Weimar également, pour voir quel est l'état d'avancement des énergies renouvelables dans notre pays voisin. Jerzy Wisniewski, directeur de l'Institut polonais pour les énergies renouvelables, parlera à nous. Il s'agit là d'un think tank à Varsovie. Jerzy Wisniewski fait partie aussi de l'Institut national pour les énergies renouvelables. Il était conseiller du ministre polonais de l'Environnement et était appelé au conseil de développement, un conseil de recommandation du président polonais. Monsieur Wisniewski, j'espère que vous nous entendez bien. Vous nous parlerez des projets éoliens et photovoltaïques en Pologne et éventuellement vous nous parlerez également des potentiels de coopération transnationale et de nouveaux marchés du triangle Weimar. Vous avez la parole, Monsieur Wisniewski. Merci beaucoup pour ces présentations et de m'avoir invité à ce forum franco-allemand de l'énergie. Effectivement, au nom de l'industrie polonaise et de la communauté scientifique, je voudrais vous proposer quelques solutions dans le domaine des projets éoliens et de PV. Je suis convaincue que les 2 technologies constituent une bonne base pour une coopération entre la Pologne, la France et l'Allemagne. Donc le triangle de Weimar. Prochain transparent, s'il vous plaît. Merci. Je pense que les plans nationaux d'énergie constituent une bonne base. On voit ici que le plan national énergie-climat polonais à l'horizon 2030, en termes de puissance de gigawatts installés, est évocateur. Ce plan, nous l'avons soumis à la Commission européenne en décembre et vous voyez, nous souhaitons faire avancer surtout le PV, le vent, l'éolien en mer et terrestre. Et nous tentons de réduire nos capacités de charbon, lignite et houille. Or, ce n'est pas un changement rapide, vous l'aurez constaté. Bien sûr, les plans nationaux ont été mis au point par tous les pays de l'Union européenne et nous constatons ici que pour 2020, nous avons des objectifs pour les différents pays. Mais en 2017, la Commission a vérifié le progrès sur la route de la réalisation de ces objectifs et nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin d'ici 2020. J'imagine que malgré les grands efforts fournis, le progrès n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes et pas suffisamment rapide pour permettre la réalisation de tous les objectifs pour 2020. En ce qui concerne le point de vue commercial, il faut tenir compte des objectifs à l'horizon 2030. Le gouvernement a proposé 21% pour la Pologne, 22% pour la France et pour l'Allemagne. Et la Commission, pendant cette évaluation, a conseillé les Polonais qu'il faudrait augmenter la part d'énergie renouvelable et de passer de 21% à au moins 25%. C'est là le grand défi, notamment pour la Pologne. Et ce qui
apporte notamment, c'est que cela présuppose de lourds investissements. Donc, nous parlons argent. Et aussi la sortie du charbon et sur quel calendrier cela devrait se faire. Nous estimons qu'en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'électricité, ce sont au moins 30 millions d'euros qui doivent être investis pendant la décennie à venir pour l'éolien et le reste des énergies renouvelables. Ce qui est positif dans ce contexte, c'est que l'accord entre le gouvernement polonais et les syndicats de l'industrie du charbon avance. La sortie du charbon sera possible à l'horizon 2049. Nous avons donc une perspective pour un développement plus rapide des énergies renouvelables. Nous avons donc constaté que les énergies telles que la géothermie et quelques autres n'avancent pas très vite. Nous avons pourtant un fort potentiel d'éolien. Et donc, nous misons sur l'éolien onshore et offshore. C'est un développement aussi très rapide de photovoltaïque que nous avons connu. Nous avons là un fort potentiel, ce qui importe notamment pour le photovoltaïque, mais aussi pour l'éolien. C'est un soutien très important de la part de la société polonaise. Ces filières sont plébiscitées. Donc, pas seulement pour les objectifs de 2020, mais surtout ceux de 2030. L'argent, en fait, les fonds des programmes européens sont déjà disponibles et le marché pourrait également financer de bons projets en matière d'énergie renouvelable. Et nous en avons besoin pour avancer rapidement. La part des énergies renouvelables en Pologne aujourd'hui dans le secteur de l'électricité est de 15% à peu près. Mais 82% de cela proviennent de l'éolien et du photovoltaïque. C'est donc surtout l'éolien qui constitue une technologie clé, mais le photovoltaïque gagne du terrain. Notamment là où nous avons besoin de capacités vertes. Et l'éolien et le photovoltaïque supposent donc zéro émission et ce sont là 11% de la consommation d'électricité qui sont couvertes. Par rapport à l'Allemagne, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour faire progresser l'éolien et le PV. J'en arrive aux investissements. C'était donc une évolution très rapide en 2015 et en 2016 en raison de programmes massifs d'investissement dans l'éolien terrestre. Ensuite, notre système de soutien a été modifié et c'est la raison pour laquelle rien ne s'est vraiment passé entre 2016 et 2019. Ensuite, le photovoltaïque connaît un essor. Voilà, nous avons donc un essor du photovoltaïque en Pologne. On le voit sur la carte européenne à partir de 2017. Il a été difficile donc jusque-là de voir les investissements en photovoltaïque en Pologne, mais on voit que cela décolle à partir de 2018. L'an dernier, nous étions le 5e plus grand marché du photovoltaïque et cette année, nous tentons d'être au moins au 5e rang, voire même au 4e rang en Europe. C'est donc la confirmation que le photovoltaïque progresse en Pologne. Pourquoi ?
Vous voyez ici deux colonnes importantes, surtout celle en jaune. Ce sont les consommateurs. L'investissement en photovoltaïque est important en la matière. Ce sont 300 000 foyers, en fait, qui, d'ici la fin de l'année, seront convertis au PV. Et il semblerait que nous ayons perdu monsieur. L'interprète est désolée, elle n'entend plus l'intervenant. Voilà, dit l'animatrice. On a entendu quels sont les investissements, mais là, j'entends monsieur Wierzewski à nouveau. Oui, vous êtes connecté à nouveau? Très bien, alors je vous propose de continuer. Alors aujourd'hui, il y a deux moteurs du PV en Pologne, les consommateurs et des parcs solaires. Alors, quels sont nos besoins pour l'avenir? Nous avons besoin de projets et d'équipements. En ce qui concerne les projets, je ne citerai que brièvement que les développeurs polonais sont très actifs. Il y a plus de 4000 projets en cours en ce moment. Et cette année, nous pourrons atteindre 2 gigawatts de connexion réseau pour les nouveaux projets. Je pense que c'est tout à fait prometteur pour l'avenir. En ce qui concerne donc cette ruée et cet intérêt porté par les consommateurs et les consommateurs au PV, vous avez ici les prévisions et nous pensons que la part du PV augmentera pour pouvoir, et ce, de 1 à 2 gigawatts chaque année. Donc en 2030, nous espérons atteindre 13 000 gigawatts. En 2024, donc nous aurons atteint les objectifs de notre plan national, nous l'espérons, et c'est donc la confirmation de cet essor du photovoltaïque que connaît la Pologne. Cette année, des investissements vont donc atteindre 2 gigawatts et la chaîne logistique que vous voyez ici est mise en place. Nous tendons maintenant nous avançons vers les producteurs pour que la chaîne logistique soit plus courte. Donc, nous avons maintenant nos propres producteurs de capteurs solaires. Une giga-usine a donc été construite en Pologne, un peu comme M. Pernaut l'a présenté pour les batteries en Allemagne et en France. Et nous espérons que cette giga-usine pourra commencer la production début 2024 pour fournir ces capteurs solaires à la filière polonaise et européenne. Je reviens à l'éolien. Là aussi, il y a eu au début de la décennie un petit essor. Nous avons 6 gigawatts. Nous souhaitons développer les capacités, mais il est vrai qu'on avance moins lentement. Pourquoi? Quels sont les freins? Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le plein potentiel de 22 gigawatts envisagé? Tout dépend de la réglementation et en fait de la distance des turbines des foyers. Ce sont 750 mètres. En France, ce sont 500 mètres. En Allemagne, c'est fédéral en fonction des Länder.
En Pologne, c'est une réglementation très restrictive qui est en place. Donc, pour utiliser ce potentiel et réduire les coûts de l'électricité et aussi les émissions de CO2, nous attendons une nouvelle réglementation moins restrictive en matière de distance pour améliorer le cadre actuel. Et le gouvernement est en train de débattre sur une nouvelle réglementation. Dernier transparent. Sur la base de ces idées présentées, je voudrais évoquer différents domaines de coopération. Je pense que la Pologne, l'Europe, l'Allemagne, la France ont besoin d'une industrie manufacturière de capteurs de panneaux solaires. C'est un peu la même chose que pour les batteries. L'industrie polonaise progresse en ce moment et la coopération, la consultation avec les instituts allemands et français a déjà commencé. C'est donc une activité conjointe qui est visée notamment pour les bassins miniers en transition. C'est la stratégie polonaise de soutenir ces régions, notamment en Silésie, où se trouvaient les bassins de houille, et près de Belchalo, dans les régions à Lignite, Touro également. Cela fait partie de la stratégie en Silésie, en soutien des démarches donc pour y implanter des usines de production. Et dans les régions à lignite, il y a une excellente infrastructure qui est propice à la mise en place de parcs de photovoltaïque. En ce qui concerne les réseaux de chaleur, nous avons 55 gigawatts qui sont installés. Ce sont surtout les chaudières à charbon. Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'équilibrer l'intermittence du solaire et de l'éolien, ce qui est meilleur marché que de stocker dans des batteries. L'éolien offshore est développé, ce qui sera également utile, et je crois que c'est un bon moment pour promouvoir la mise en place de parcs éoliens et solaires. Des électrolyseurs doivent également être construits. Je pense que c'est une excellente opportunité de coopération avec l'Allemagne et la France. Nous avons beaucoup de producteurs d'équipements pour les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, il y a déjà des accords et des contrats qui ont été signés avec les industries françaises et allemandes. Et je crois que c'est une très belle opportunité pour l'Union européenne. Ce qui importe, c'est de bien tenir compte du contenu local. Ce qui importe sur le plan technologique, ce sont surtout les projets de recherche, d'innovation, les grands projets d'infrastructure, notamment en matière de PV et d'éolien. Et je pense que c'est la voie vers une réalisation des objectifs climatiques de l'Union européenne. Et c'est ce que je souhaite. Merci pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Wisniewski. Nous en arrivons aux questions-réponses. Une question à l'adresse de vous deux. Peut-être que vous pourrez commencer, Monsieur Wisniewski. Vous avez évoqué le fait que la Pologne construit sa propre
usine de batterie. Est-ce que vous pouvez faire partie de cette alliance européenne des constructeurs de batteries? En Pologne, nous avons des producteurs de batteries PV. Ce sont des entreprises coréennes et allemandes. Et nous avons quelques bonnes idées pour une technologie innovatrice dans les laboratoires polonais. La Giga usine cherche d'ailleurs des partenaires. Nous avons mis en place un programme ambitieux d'électromobilité également. Nous avons donc besoin de batteries, nous proposons un marché et nous pouvons donc joindre nos forces. C'est une technologie complémentaire à l'éolien et au PV. C'est donc là un terrain de coopération que je n'ai pas encore mentionné et qui me paraît très attrayant. Monsieur Pernaut, c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser, n'est-ce pas? Oui, nous travaillons déjà dans le cadre d'une alliance. Il y a un groupement de projets sous la forme d'un IPCEI, donc qui est un projet d'intérêt commun européen, qui a été formé, déposé et approuvé par la Commission européenne à la fin de l'année dernière, en décembre 2019. Donc ces projets regroupent 7 pays, dont la France, l'Allemagne, mais aussi la Pologne, et 17 entreprises. Donc ACC en fait partie. Et donc c'est un peu toute la filière de batterie qui est représentée. Donc il y a à l'intérieur, parmi ces 17 projets, il y a des projets de fabrication effectivement de cellules de batterie comme le nôtre, des projets plus orientés purement vers la R&D, vers les matériaux et aussi vers le recyclage. Donc nous travaillons dans le cadre de aussi de cette alliance. Maintenant, nous sommes absolument ouverts à toute coopération au cas par cas, chaque fois que ça fait du sens pour les partenaires. Et je dirais la structure européenne, à travers cet IPCEI, existe déjà et déjà extrêmement robuste. Pourriez-vous imaginer de l'élargir encore plus, au-delà de l'Europe, de coopérer avec les entreprises soit coréennes ou même chinoises, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement inclus? C'est une question qui s'adresse à vous deux. Je peux commencer à répondre si vous voulez. Si vous me permettez, je peux commencer. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez commencé tous les deux en même temps. J'aurais dû être plus précise. Monsieur Pernaut, je vous propose de commencer. Ensuite, Monsieur Wisniewski. Excusez-moi, c'est ma faute. Donc oui, parfaitement. Nous coopérons déjà avec des entreprises non européennes, asiatiques. Alors, il y a la Corée, Japon, Chine notamment, et aussi un certain nombre d'entreprises américaines. Nous le faisons en tant qu'ACC ou à travers nos actionnaires comme Saft sur des nouvelles générations, des nouvelles technologies. Donc non seulement nous ne sommes pas fermés là-dessus, mais c'est déjà une réalité. Nous considérons que le challenge technico-économique autour des batteries est suffisamment important pour nécessiter de mettre en commun un certain nombre d'activités. Herr Wisniewski, jetzt hören wir ganz gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Monsieur Wisniewski, à vous. Bien, désolé. Je n'ai pas pu tout entendre. Sur le photovoltaïque, je citais cette giga-usine de PV que nous allons construire. Une coopération technologique avec la Corée a été envisagée.
Mais l'un des outils de l'Union européenne envisagé est bien le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et c'est une des raisons pour lesquelles il serait bon de garder les usines de production en Europe. La priorité pour nous, c'est la coopération au sein de l'Union européenne. En effet, il y a des programmes de recherche qui sont très actifs, très dynamiques. Et la deuxième étape serait effectivement la recherche d'une coopération avec la Corée, les États-Unis et le Japon. Or, il me semble qu'il serait bon d'utiliser les cadres et les installations existantes. Et il est vrai que les projets d'intérêt commun constituent par exemple une excellente approche et les entreprises hors Europe sont peut-être en même temps des partenaires et des concurrents. Voilà, c'est le monde des affaires. Et c'est vrai que ce secteur est très, très compétitif, très concurrentiel partout dans le monde. Merci beaucoup. C'était le directeur de l'Institut polonais des énergies renouvelables, Monsieur Wisniewski. Merci à vous. Et Monsieur Pernaud d'Automotive Sales Company, merci beaucoup à vous également. Voilà, donc nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons bien mérité une petite pause café avant d'entamer la dernière partie de cette conférence. Nous marquons donc une pause café jusqu'à 16 h. Veuillez revenir à l'heure puisque un podium fort intéressant vous attend sur les investissements écologiques. Donc nous parlerons argent et il y aura en amont un discours principal de la part de Madame Claudia Kempfert. Donc, je vous propose de prendre des forces et de nous retrouver à 16 h. Merci.